Décembre 2025 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Un mois où la guerre n'a cessé de s'intensifier à un rythme sans précédent. Ibrahim Traoré, à la tête des forces burkinabées, a orchestré plus de 40 opérations en seulement 30 jours. Chaque frappe était rapide, chaque mouvement calculé pour empêcher l'ennemi de reprendre son souffle. Le pays a été plongé dans un cycle de violence où la pression était constante, le temps devenu un luxe que les groupes armés n'avaient plus. Ibrahim Traoré avait annoncé une guerre sans trêve, un rythme implacable où la sécurité n'était plus qu'une question de persistance. Cette stratégie de tempo a transformé non seulement le terrain militaire, mais aussi la perception de la sécurité pour la population. Mais à quel prix ? Les forces burkinabées, en imposant ce rythme intense, risquent-elles de s'épuiser avant que l'ennemi ne fléchisse ? En décembre 2025, Ibrahim Traoré a redéfini le concept de guerre pour le Burkina Faso. Il a imposé une stratégie de pression constante où chaque action militaire ne faisait qu'enchaîner la suivante, créant un cycle de tension ininterrompu. Cette approche audacieuse ne visait pas seulement à repousser l'ennemi, mais à briser sa capacité à se réorganiser. Le principe était clair, priver l'adversaire de ses repères, le maintenir dans un état constant de vulnérabilité. Mais ce pari comportait de grands risques. Si l'initiative échouait, le Burkina Faso risquait non seulement de perdre ses gains territoriaux, mais aussi de voir l'épuisement des forces armées affecter leur morale. Pourtant, dans ce contexte chaotique, la population commençait à voir des signes d'espoir. Les routes étaient de nouveau praticables, les marchés rouvraient, la guerre n'était plus seulement une série d'assauts, elle devenait une promesse de retour à la vie normale. Mais cette normalité pouvait-elle durer ? Au cœur de la stratégie de décembre 2025, un élément clé a été l'accélération du tempo militaire, orchestré par Ibrahim Traoré. Chaque action était une réponse immédiate à la précédente, créant une dynamique où l'ennemi n'avait pas le temps de réagir. En 10 jours, les forces burkinabées ont mené une série d'opérations simultanées, balayant plusieurs régions, y compris les forêts, les corridors frontaliers et les repères cachés des groupes armés. L'objectif était de maintenir une pression constante et de perturber les cycles habituels des rebelles. Les unités terrestres, soutenues par les forces aériennes, se sont constamment redéployées, imposant un rythme où la surprise et la répétition devenaient des armes essentielles. Le mois de décembre a ainsi transformé la guerre en un mouvement sans fin. Plus de saisons pour se reposer, plus de moments de répit pour l'ennemi. Cette logique de rythme, initiée par Ibrahim Traoré, visait à vider l'espace-temps de l'adversaire. Ce n'était pas seulement une guerre de territoire, mais une guerre de continuité où la présence constante des forces burkinabées dans les zones critiques empêchait toute forme de réorganisation. Le pays a été plongé dans une sorte de cycle incessant, où chaque opération était conçue pour préparer la suivante, de manière à priver l'ennemi de la possibilité de souffler, de se regrouper. Cependant, cette stratégie audacieuse portait en elle des risques. Si la logistique et la coordination des forces n'étaient pas à la hauteur, le pays risquait de s'épuiser avant que l'ennemi ne soit réellement affecté. Les forces burkinabées avaient-elles les ressources nécessaires pour maintenir ce rythme effréné ? Les populations locales, qui commençaient à voir des signes de normalité dans leur vie quotidienne, sauraient-elles soutenir cette dynamique ? Le défi était grand, mais l'objectif de Traoré était clair, rendre l'ennemi vulnérable en lui imposant un rythme qu'il ne pourrait pas suivre. Dans ce contexte de guerre effrénée, l'importance des acteurs locaux a été cruciale. Les volontaires pour la défense de la patrie ont joué un rôle essentiel en permettant aux forces burkinabées de progresser dans des zones où la carte n'avait plus de valeur. Ces guides civils, qui connaissaient les pistes, les points d'eau et les zones minées, ont facilité l'accès à des territoires reculés. Leur courage quotidien a illustré la philosophie de Traoré. Sans enracinement local, aucune victoire n'est durable. Ces guides ont non seulement permis aux troupes d'entrer dans des zones inaccessibles, mais leur implication a renforcé le lien entre l'armée et la population locale. Un exemple frappant de cette dynamique a eu lieu dans un village repris 3 fois en 2 semaines. Un sergent a expliqué « Nous ne défendons pas un lieu, nous défendons l'idée qu'il restera vivant ». Cette phrase qui circulait de patrouille en patrouille résumait parfaitement la nouvelle approche de la guerre au Burkina Faso. Une guerre de présence,
où la continuité et l'endurance étaient des armes psychologiques puissantes. Ce type de guerre, qui visait à ne jamais laisser l'ennemi respirer, s'appuyait sur une stratégie fondée sur la répétition et la régularité des actions. Cela n'a pas seulement eu un impact sur le terrain militaire, mais également sur le moral des troupes et de la population. En maintenant une pression constante et en réaffirmant leur présence, les forces burkinabées ont commencé à redéfinir la sécurité pour les civils. L'absence de répit, auparavant une source de peur, est progressivement devenue un symbole de stabilité et de contrôle. Ce changement de perception a renforcé la légitimité de l'État et des forces militaires, créant une confiance nouvelle au sein des populations locales. En décembre 2025, les forces burkinabées ont amorcé une série d'actions militaires dont le rythme n'a cessé de s'intensifier, redéfinissant ainsi le conflit au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie de frappe incessante, où chaque intervention en préparait une autre, assurant une continuité sans faille. Ce cycle de combat a rapidement transformé la guerre en un phénomène où la réactivité était essentielle. Avancer, frapper, se retirer et revenir. Les forces aériennes soutenaient les troupes au sol, tandis que des colonnes motorisées se déplaçaient chaque jour vers des zones critiques, les forêts et les corridors frontaliers, zones autrefois considérées comme refuges pour les groupes armés. Le 1er décembre, les premières actions ont eu lieu dans les zones boisées du centre-est du pays. La cadence était telle que les rebelles n'avaient même pas le temps de se regrouper avant de faire face à une nouvelle offensive. En moins de 10 jours, les forces burkinabées avaient nettoyé plusieurs sanctuaires rebelles, tandis que l'état-major militaire assurait une coordination étroite entre toutes les unités. Chaque frappe aérienne était précédée d'une reconnaissance en temps réel, permettant de réduire les erreurs et d'ajuster la stratégie en fonction des conditions du terrain. Les routes, longtemps abandonnées, étaient à nouveau ouvertes, permettant non seulement les convois militaires, mais aussi les convois humanitaires. En parallèle, les forces locales jouaient un rôle crucial. Dans plusieurs régions, des groupes de volontaires locaux ont contribué à la sécurité des lignes de communication, empêchant ainsi les groupes armés de s'infiltrer à nouveau. Ces actions ont eu un impact immédiat sur les populations locales qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer malgré la guerre. Les marchés, autrefois fermés par la menace des groupes armés, ont rouvert et les civils ont recommencé à se déplacer plus librement. À la fin du mois, plus de 40 opérations avaient été menées, un rythme impressionnant pour les forces burkinabées. Ces missions, bien que limitées à des zones spécifiques, ont permis de couper les voies de réapprovisionnement des groupes armés et de leur priver de tout espace de réorganisation. Les déserts laissés par les groupes rebelles étaient progressivement comblés par les forces gouvernementales et les volontaires locaux, qui se sont unis pour maintenir un contrôle permanent sur les régions précédemment instables. Cependant, ce rythme effréné a mis à l'épreuve les capacités logistiques des forces armées. Malgré des succès indéniables, certains analystes ont averti que cette cadence imposée risquait d'épuiser les ressources humaines et matérielles du Burkina Faso. Les troupes, soutenues par des rotations plus courtes, ont dû s'adapter à une pression constante, leur endurance étant testée à chaque étape. Ibrahim Traoré, conscient de ce défi, a insisté sur l'importance de la gestion des rotations et de la logistique pour éviter tout effondrement potentiel. Dans les zones déjà sécurisées, les effets de la guerre ont également changé la perception des civils. Là où autrefois la peur régnait, une forme de stabilité émergeait peu à peu. Le pays, grâce à l'intensité de son engagement militaire, semblait avoir repris le contrôle du temps et de l'espace, privant les groupes armés du pouvoir de semer la terreur. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Elle se poursuivait, non pas sous forme de grandes batailles, mais par des actions continues, petites et ciblées, dans une guerre de résistance où l'objectif principal était de maintenir une présence constante. Cette guerre du temps, où chaque mouvement était minuté, a été une réponse directe à des années de défense statique, où l'attente n'avait apporté que des souffrances. La stratégie de Traoré visait à transformer l'attente en action continue, où chaque offensive était non seulement une attaque, mais aussi un message. L'ennemi ne pouvait plus souffler. La guerre menée par Ibrahim Traoré en décembre 2025 a été caractérisée par un rythme militaire sans précédent,
Mais ce qui distingue cette offensive, c'est la quantification précise de ses résultats. En l'espace de 30 jours, les forces burkinabées ont mené plus de 40 opérations, un chiffre impressionnant qui témoigne de la fréquence et de l'intensité des attaques. Selon les bilans du commandement militaire, chaque intervention a eu un impact direct sur les capacités de l'ennemi à se regrouper, tout en augmentant la sécurité dans les zones de conflit. Le rythme des opérations était tel que l'armée burkinabé a mené en moyenne une mission toutes les 17 heures, un chiffre qui illustre bien la dynamique imposée par Traoré et ses troupes. Les effets sur les groupes armés ont été visibles dès les premières semaines. Le nombre de positions abandonnées a augmenté de manière significative, les rebelles étant contraints de fuir devant une force militaire qui ne leur laissait aucun répit. En outre, les pertes dans les rangs des groupes armés ont diminué de près de 60% en comparaison avec les mois précédents, une baisse attribuée à la stratégie de rotation rapide et de pression constante. Cette approche a obligé les combattants ennemis à se disperser et à abandonner une grande partie de leur matériel, ce qui a limité leur capacité à mener des attaques coordonnées. Sur le plan logistique, les résultats étaient tout aussi significatifs. Le commandement burkinabé a rapporté que 200 villages avaient directement bénéficié des missions de sécurisation et de ravitaillement menées par les troupes. Ces missions ont non seulement permis de rétablir des voies de communication vitales, mais ont également facilité la distribution d'aide humanitaire à des populations longtemps isolées par le conflit. Les routes qui avaient été laissées à l'abandon pendant des mois ont été rouvertes, permettant aux convois de circuler à nouveau, réduisant ainsi les coûts logistiques et revitalisant l'économie locale. Un autre indicateur clé de la réussite de la stratégie de Traoré a été la réduction des désertions au sein des forces armées. En décembre 2025, les défections ont chuté de près de 60% par rapport au mois précédent, ce qui indique une amélioration significative du moral des troupes. Ce changement de dynamique est directement lié à la stratégie de rotation plus courte et à l'amélioration des conditions de vie des soldats qui bénéficiaient d'une meilleure organisation logistique et de points de ravitaillement avancés. En maintenant un contact constant avec les troupes, la direction militaire a réussi à minimiser la fatigue et à maximiser l'efficacité sur le terrain. La capacité de coordination entre les forces aériennes et terrestres a également été un facteur déterminant dans le succès de ces opérations. En décembre, les forces aériennes ont effectué près de 80 missions de surveillance et de frappe, chacune d'entre elles appuyant directement les troupes au sol. Cette collaboration interarmes a permis d'obtenir une efficacité accrue, réduisant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs militaires et diminuant les risques d'erreurs tactiques. Enfin, les résultats de décembre 2025 ne se mesuraient pas uniquement en termes militaires. La population, autrefois accablée par la peur, a commencé à ressentir les effets de cette stratégie de pression continue. Les routes ouvertes, les marchés rouverts et la réapparition des convois humanitaires ont redonné aux civils un sentiment de normalité. Ce retour à la vie normale, bien qu'encore fragile, symbolisait une victoire morale sur l'ennemi et une reconquête du territoire par les forces burkinabées. La stratégie d'Ibrahim Traoré, bien que couronnée de succès sur plusieurs fronts, n'a pas été sans ses détracteurs. Pour certains analystes, cette pression constante pourrait avoir des effets secondaires néfastes, non seulement sur les forces armées, mais aussi sur la population civile. L'intensité des opérations, bien qu'efficace sur le court terme, pourrait épuiser les troupes et les ressources du Burkina Faso si elle se poursuit sans ajustement. D'autres experts mettent en garde contre le risque d'épuisement des forces, prévenant que la guerre du temps, comme l'appelle Traoré, pourrait mener à une usure prématurée des soldats, surtout si la logistique ne suit pas le rythme imposé. Dans un conflit aussi long et intense, l'absence de pause pourrait, selon certains, compromettre la capacité de l'armée à tenir sur la durée. Les conditions de guerre, aussi impitoyables soient-elles, exigent une gestion rigoureuse des ressources humaines et matérielles, un aspect que certains jugent négligé dans l'ardeur du combat. Mais d'un autre côté, l'argument en faveur de la stratégie de Traoré repose sur une observation simple. La guerre du Burkina Faso ne peut plus être une guerre d'attente. Depuis trop d'années, les forces burkinabées
ont été prises dans un cycle défensif où chaque recul laissait place à un nouvel assaut. Le concept de la guerre du temps cherche à briser ce cycle. L'initiative permanente permet de garder l'ennemi sous pression constante, de l'épuiser et de lui retirer sa capacité de régénérer ses forces. En mettant l'accent sur la rapidité, la surprise et la répétition, Traoré ne cherche pas seulement à gagner des batailles, mais à transformer la dynamique de la guerre elle-même. Cette approche a déjà prouvé son efficacité avec la diminution de l'activité des groupes armés et la restauration progressive de la confiance au sein des communautés locales. Un autre argument pour soutenir cette stratégie est l'importance de l'ancrage local. Le rôle des volontaires et des civils dans la guerre, en particulier leur implication dans la réouverture des routes et le soutien aux forces armées, ne peut être sous-estimé. En encourageant cette synergie entre civils et militaires, Ibrahim Traoré a non seulement renforcé la légitimité de l'État, mais aussi renforcé la résilience nationale. Ce modèle de guerre communautaire, où l'État et la population travaillent ensemble pour maintenir la sécurité, constitue une approche innovante et potentiellement durable dans la lutte contre l'insurrection. Il est indéniable que la stratégie de Traoré a des risques. Toutefois, l'histoire récente du Burkina Faso montre que l'attente et la défense statique n'ont apporté que des souffrances et des victoires éphémères. Dans ce contexte, l'initiative permanente semble être la seule voie pour inverser la dynamique de la guerre et offrir une véritable chance de stabilité à long terme. Cette guerre du temps est peut-être un pari risqué, mais c'est aussi le seul pari qui offre un espoir de renverser la situation. À mi-parcours de cette guerre du temps, un point clé s'est dégagé. La force de la stratégie de Traoré réside non seulement dans son intensité, mais dans sa capacité à transformer les fondements même de la guerre. Là où d'autres s'efforceraient de remporter des victoires symboliques, lui cherchent à éradiquer l'opportunité de rétablissement pour les ennemis. Chaque opération n'était pas isolée, mais faisait partie d'un cycle de mouvements perpétuels où l'ennemi était privé de tout répit pour se regrouper. La clé de cette stratégie réside dans l'imposition du rythme, un rythme que l'ennemi, épuisé par la répétition des frappes, ne pouvait plus suivre. Mais à quel prix cette guerre de persistance est-elle menée ? Si les groupes armés étaient mis sous pression, les forces burkinabées elles-mêmes risquaient d'être fatiguées par une telle cadence. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré était de maintenir ce rythme sans que la logistique ou le moral de ses troupes ne cèdent sous la pression. La guerre ne se gagne pas seulement par l'intensité des attaques, mais par la gestion continue des ressources humaines et matérielles. La stratégie de pression constante d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions profondes sur plusieurs niveaux. Sur le terrain militaire, elle a permis de neutraliser de manière efficace les capacités des groupes armés. En privant l'ennemi de répit, la tactique de rotation rapide et de frappe répétée a épuisé les insurgés, les forçant à se disperser et à abandonner leur matériel. Mais ces succès militaires ne se sont pas limités aux seules victoires sur le terrain. Ils ont également eu des effets directs sur la population burkinabé qui, pour la première fois depuis des années, a pu ressentir une forme de normalité. Les routes, un élément clé du ravitaillement et de la communication, ont été rouvertes dans plusieurs zones stratégiques. Ces réouvertures ont permis aux marchés de reprendre leurs activités, aux civils de se déplacer plus librement et aux convois humanitaires de revenir dans les régions autrefois coupées du reste du pays. Cette réintroduction de la mobilité a transformé les conditions de vie dans des zones gravement touchées par la guerre. Le retour des civils sur les routes, l'intensification des échanges et la réouverture des commerces ont redonné un souffle à l'économie locale. Cette normalisation progressive, bien que fragile, a été un facteur important dans la reconstruction de la confiance de la population envers l'État burkinabé. Les effets psychologiques sur la population ont été tout aussi significatifs. Là où la peur dominait, une nouvelle forme de sécurité est apparue. Le fait de savoir que l'État était constamment présent sur le terrain, par l'intermédiaire de ses forces armées, a renforcé la résilience des communautés locales. En outre, la stratégie de Traoré a contribué à renforcer la légitimité du gouvernement qui a pu apparaître comme un acteur stable dans un pays en guerre. Cette perception de stabilité a été un levier important pour la cohésion sociale
et la récupération morale du pays. Sur le plan militaire, les résultats ont également été impressionnants. En décembre, les forces aériennes ont effectué près de 80 missions de surveillance et de frappe. Chaque mission était une réponse directe aux besoins sur le terrain, avec une coordination précise entre les forces au sol et dans les airs. Cette capacité à agir avec une telle précision a permis de limiter les erreurs et de maximiser l'impact de chaque opération. Les forces burkinabées ont également montré une efficacité accrue grâce à la collecte d'informations en temps réel, ce qui a réduit les risques de perdre l'initiative face à un ennemi qui jusque-là avait l'avantage de la surprise. Cependant, le véritable test de cette stratégie réside dans sa capacité à perdurer sur le long terme. La pression constante a certes mis les groupes armés sur la défensive, mais elle a aussi épuisé les forces burkinabées. La question demeure, cette approche si efficace dans l'immédiat pourra-t-elle tenir sans nuire à l'endurance de l'armée burkinabé ? Le défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir cet équilibre fragile entre offensive continue et gestion des ressources humaines et matérielles pour éviter l'épuisement. À mesure que 2026 se profile, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso en fonction de la manière dont la stratégie de pression constante d'Ibrahim Traoré sera maintenue. 3 trajectoires possibles s'offrent au pays. Une continuité stable, un scénario optimiste de consolidation ou un scénario pessimiste marqué par l'épuisement et la réémergence des groupes armés. Le scénario de base repose sur la continuité. Si les forces burkinabées réussissent à maintenir la pression sur les groupes armés, à conserver leur initiative sur les zones clés et à gérer efficacement les ressources humaines et matérielles, la situation pourrait se stabiliser progressivement. L'objectif ici est de renforcer la gouvernance civile dans les zones nouvellement sécurisées, tout en maintenant le rythme militaire. Cette continuité dans l'effort militaire permettrait à l'État burkinabé de maintenir son contrôle sur les zones stratégiques tout en préservant la confiance des civils. Cependant, ce scénario présente un risque d'usure à long terme. Si la logistique ne suit pas et que les rotations ne sont pas correctement gérées, les forces pourraient finir par s'épuiser, laissant place à une instabilité persistante. Le scénario optimiste repose sur la consolidation de la stratégie interarmes et la stabilisation des lignes logistiques. Si la coordination entre les différentes branches de l'armée continue à s'améliorer et que la logistique devient plus fluide, la situation pourrait se normaliser. Ce scénario offrirait au Burkina Faso la possibilité de sécuriser un plus grand nombre de territoires et de restaurer l'autorité de l'État dans ces zones. Si cette normalisation s'accompagne d'une reprise économique locale et d'un renforcement des services civils, le pays pourrait connaître une véritable stabilisation. Cela permettrait à Ibrahim Traoré de présenter une victoire symbolique, celle d'un État capable de défendre seul son territoire, de restaurer les services publics et de reconstruire la confiance parmi sa population. Le scénario pessimiste, cependant, repose sur un facteur simple, l'épuisement. Si le rythme imposé ne peut être maintenu à long terme, et que les groupes armés réussissent à exploiter une faille dans la stratégie de Traoré, les attaques sporadiques pourraient reprendre, rendant la situation instable. Les pertes humaines et matérielles pourraient augmenter, et l'armée burkinabé pourrait se retrouver sur la défensive. Ce scénario entraînerait non seulement une perte de territoire, mais aussi une perte de morale pour les troupes, les populations civiles perdant à nouveau confiance en la capacité de l'État à les protéger. L'incertitude pourrait refaire surface, minant les progrès réalisés jusque-là. Dans tous les cas, le futur immédiat du Burkina Faso dépendra de la capacité de son gouvernement à maintenir un équilibre délicat entre offensive et endurance. Si l'armée parvient à soutenir son rythme sans s'épuiser, et si la population continue à soutenir l'effort de guerre, la victoire pourrait se traduire par une résilience durable. Cependant, sans une gestion prudente des ressources et une attention particulière à la logistique, la situation pourrait basculer. Le conflit au Burkina Faso, bien qu'éloigné de l'attention internationale, a des répercussions qui dépassent les frontières du pays. Pour les observateurs étrangers et les nations voisines, l'expérience burkinabé offre une réflexion profonde sur la guerre moderne et la manière dont un pays peut résister face à des ennemis plus nombreux et mieux équipés.
L'approche adoptée par Ibrahim Traoré, fondée sur la pression continue et la gestion du temps comme arme stratégique, pourrait bien redéfinir les principes de la guerre asymétrique dans le Sahel et au-delà. Pour les habitants du Burkina Faso, la guerre n'est plus perçue comme une série d'attaques aléatoires, mais comme un processus continu de résistance. Cela a changé leur vision de la sécurité. Là où l'armée était autrefois vue comme un acteur passif, elle est désormais un agent actif de la stabilité. Les civils, autrefois spectateurs impuissants des conflits, sont devenus des participants dans la réorganisation de leur propre société, à travers des actions comme la protection des routes et la collaboration avec les forces militaires. Cette résilience collective est d'autant plus pertinente pour la jeunesse, notamment dans les zones urbaines, qui voient en ces efforts une démonstration de la souveraineté et de l'autonomie nationale. La victoire n'est plus simplement une question de territoire, mais de gestion de la continuité, de la capacité de durer face à l'adversité. Cette prise de conscience, bien qu'encore fragile, représente un tournant important dans la manière dont les Burkinabés se projettent dans l'avenir. Pour les spectateurs extérieurs, cette évolution souligne l'importance d'adopter des stratégies durables où la constance et la persévérance priment sur des victoires spectaculaires à court terme. La guerre du Burkina Faso devient ainsi un modèle de résistance qui pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des situations similaires. La guerre au Burkina Faso, bien que marquée par un rythme intense, offre également une feuille de route pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, en imposant une stratégie de pression constante, a montré que la clé de la victoire réside dans la gestion des ressources et de l'endurance. Cependant, pour que la victoire soit durable, le Burkina Faso doit maintenant se concentrer sur plusieurs priorités stratégiques. La première priorité est la gestion des rotations militaires. Le maintien de la cadence imposée pendant plusieurs mois exige une gestion précise des troupes et des ressources. Pour éviter l'épuisement, il sera crucial d'augmenter les rotations des soldats et de renforcer les points de ravitaillement avancés. Cette approche permettrait non seulement de soutenir le moral des troupes, mais aussi de garantir que les forces armées restent efficaces sur le terrain. La deuxième priorité concerne la logistique. Le réseau routier ouvert par les forces burkinabées doit maintenant être consolidé. Il est impératif de mettre en place des dépôts régionaux et des corridors d'approvisionnement sécurisés afin de garantir une mobilisation rapide des ressources là où elles sont nécessaires. Cette infrastructure logistique serait essentielle pour soutenir l'initiative permanente sur le terrain et assurer une continuité dans les opérations militaires. La troisième priorité est l'intégration civile. À mesure que l'armée prend le contrôle de nouvelles zones, il est crucial que les administrations locales reprennent leurs fonctions dans ces régions. La présence de l'État, visible à travers les services publics et la gouvernance locale, renforcera la stabilité et la légitimité de l'autorité burkinabé. Ce processus d'intégration sera la clé pour transformer les gains militaires en résultats durables pour la population. Enfin, la lutte informationnelle devra également être une priorité. Ibrahim Traoré a déjà montré l'importance de maîtriser la communication pour limiter l'impact des rumeurs et des désinformations qui peuvent saper le moral des troupes et de la population. La création d'unités dédiées à la vérification des informations et à la gestion de la communication numérique pourrait aider à protéger l'État contre les menaces invisibles. Ces mesures, bien qu'ambitieuses, sont essentielles pour maintenir le momentum et assurer que la guerre ne soit pas seulement une série d'opérations, mais un processus de reconstruction à long terme pour le Burkina Faso. Décembre 2025 ne fut pas simplement un mois de combat intense pour le Burkina Faso. Ce fut un tournant, un moment où la guerre est devenue plus qu'un conflit militaire. Elle a transformé la perception du pays, de ses habitants et de son avenir. Ibrahim Traoré a souvent répété que ce qu'il défendait n'était pas un territoire, mais la possibilité de vivre sans crainte. Ce message résonne désormais profondément à travers le pays. Là où la peur régnait, il y a aujourd'hui une lueur d'espoir. Dans les villages récemment sécurisés, les habitants n'ont plus à vivre dans la terreur des attaques. La réouverture des routes, le retour des marchés et le rétablissement des services de base ont restauré un sentiment de normalité. Mais plus que tout, ce que l'on ressent aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la persévérance collective. Les soldats, les volontaires locaux
et même les civils ont prouvé qu'ensemble, ils pouvaient transformer la guerre en une forme de résistance durable. À travers ces événements, le Burkina Faso se redécouvre comme un pays capable de surmonter l'adversité. Ce n'est pas une victoire rapide, mais une victoire silencieuse, marquée par l'endurance. Ce chemin parcouru incarne la philosophie d'Ibrahim Traoré. Tenir la cadence, sans jamais s'arrêter. À l'aube de 2026, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Ibrahim Traoré a lancé une guerre du temps où chaque mouvement compte et chaque décision, même la plus petite, contribue à la stabilité du pays. Ce processus de reconstruction, bien que long et difficile, représente une opportunité unique pour les Burkinabés de réaffirmer leur souveraineté et de reconstruire un avenir sans crainte. La question n'est plus seulement de savoir si le pays peut gagner, mais comment il va tenir ce rythme. La résilience, la persévérance et l'unité nationale seront les clés de la victoire durable. Dans les mois à venir, il sera essentiel de maintenir l'effort collectif, de renforcer les alliances locales et régionales et d'assurer que chaque citoyen, chaque soldat et chaque village fasse sa part. Le Burkina Faso n'est pas simplement en guerre. Il est en train de redéfinir ce que signifie être un État souverain capable de résister sans l'aide extérieure. Alors, face à cette lutte silencieuse mais déterminée, combien de temps seriez-vous prêt à tenir si vous étiez à leur place ?